Bonjour. Donc pour ce deuxième cours de culture scientifique, partie 2, donc là, ça va être des exemples de réflexion dans cette partie du cours, hein, la partie 2, donc une présentation de l'histoire. Je vais vous proposer donc différents éléments de réflexion. On commence par ne pas confondre la relativité des connaissances et le relativisme, hein. Donc les connaissances, effectivement, il y a une relativité du point de vue, hein, ce qu'on va voir sur un exemple, et le relativisme, penser que les sciences c'est du même niveau qu'une autre réflexion humaine. Alors Trink Svensson, dans cet extrait de film, va nous présenter, hein, ce qu'on entend par là. Hein, donc on va prendre l'exemple de la mesure de la longueur de la côte de la Bretagne, hein, qui va, selon l'altitude où l'on est, si on est dans un satellite ou si on est dans un avion, si on est en train de marcher sur le sol, si on est un escargot, si on est une amibe, effectivement, on ne mesure pas la même distance de la côte de la Bretagne. Donc, on débouche sur cette théorie du chaos, hein, les objets fractales, et puis l'effet papillon, donc entre déterminisme et aléatoire. Donc, le fameux titre de l'article de Benoît Mandelbrot, hein, ce Français qui est parti aux États-Unis travailler, et How long is the coast of Britain? Statistical self-similarity and fractional dimension. Donc, si on regarde, alors lui, il prend l'exemple des îles britanniques, hein, donc il prend l'Angleterre, hein, dans les îles britanniques, et l'Angleterre. Si on regarde la longueur de la côte de l'Angleterre, effectivement, ben, selon vous voyez, la distance que l'on prend sur l'unité à 200 km, l'unité à 50 km, et bien effectivement, la distance n'est pas la même, hein, 2400, 3400, donc voilà l'idée. Hein, donc, how long is the coast of Britain? Et statistical self-similarity and fractional dimension, donc le titre, hein, la dimension d'une figure fractale peut être fractionnaire. Donc statistiquement, chaque partie d'une figure géométrique est une image du tout, bien sûr. Et puis, il y a une dimension fractionnaire qui n'est pas une dimension 1 ou 2 ou 3 comme on a l'habitude, nous. Hein, donc une longueur, une surface, un volume. Et donc, c'est quoi une dimension égale, par exemple, à 1,25? C'est très étonnant. Donc, c'est ce qu'on appelle donc les objets fractales, hein, terme qu'il a inventé, hein, Benoît Mandelbrot, pour le besoin de ce livre qui va sortir en 1975, puis en 1982, il y aura un autre livre, donc il va résumer, hein, qui sera publié en France en 1975, les objets fractales. Alors les fractales sont des formes géométriques auxquelles s'applique le concept d'autosimilarité, hein, chaque partie est une image du tout, donc il met au point son modèle mathématique à la suite des remarques suivantes. Il a aussi accès, hein, il bosse chez IBM, donc il a accès à les premiers gros ordinateurs, donc il a cette chance. Il n'y a aucune différence de nature dans les variations de prix ou de cours de bourse, quelle que soit l'échelle de temps retenue. La même remarque s'applique aux bruits parasites qui gênent les transmissions des données entre ordinateurs et réseaux téléphoniques. Quelques applications donc de cette théorie des fractales, bah, par exemple, comment mettons en équation les nuages, la surface de la mer, l'écorce d'un tronc d'arbre, les alvéoles des poumons, hein, c'est compliqué, et on voit bien apparaître cette idée qu'on a besoin d'une autre façon de voir les choses, hein, du déterminisme aléatoire, bah, il y a les fractales. Alors on peut bien sûr regarder, hein, la longueur de la côte bretonne, hein, comme elle fait selon le regard que l'on porte à l'altitude où l'on est. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais dit au début. Si on trace la longueur de la côte en fonction du pas de mesure, ce que nous proposait Mandelbrot avec l'Angleterre, eh bien on voit que le quotient directeur de la droite est de 1,333. C'est la dimension fractale de la côte de Bretagne. Voilà. La longueur de la côte de Bretagne ben, serait-elle infinie selon la dimension que l'on prend, bien sûr. Énormément d'images de fractales depuis longtemps, hein. La Baderne d'Apollonius, on construit un triangle rempli de cercles de plus en plus petits tendant à recouvrir tout l'espace. La célèbre courbe de Van Koch, hein, publiée en 1904, sur une courbe continue sans tangente obtenue par une construction géométrique élémentaire. Donc cette courbe s'obtient en appliquant de chaque côté d'un triangle équilatéral. Les longueurs de chaque côté sont identiques. Une transformation simple, on remplace le tiers central de chaque côté par deux segments ayant la même longueur que celle qui a été prélevée. Et on recommence la même opération sur chaque côté de la figure obtenue. Donc la première itération, on obtient une figure proche d'une étoile de David. Puis à fur et à mesure des itérations successives, le résultat mime plus ou moins un flocon de neige. Donc c'est extrêmement célèbre, hein, cette courbe de Van Koch. Donc remarquons au passage qu'il est matériellement impossible de dessiner exactement une fractale puisqu'il faudrait poursuivre les itérations à l'infini. En pratique, on s'arrête quand les plus petits détails sont inférieurs à la résolution de l'écran. Une propriété intéressante est la dimension géométrique d'une figure. Un point est une figure de dimension 0, une ligne figure de dimension 1, une surface figure de dimension 2, volume figure de
Qu'en est-il pour un objet fractal? Si on prend l'exemple tout à l'heure, chaque fois qu'on réduit d'un facteur 3 un côté, on multiplie par 4, regardez, nombre de fois on doit appliquer, ou on doit l'appliquer le long de la figure. 1, 2, 3, 4. Donc, une extension de la notion de dimension permet d'attribuer à la courbe de Koch une dimension fractale non entière dont la valeur est ln log de 4 sur log de 3, ça fait un 26. Donc les poussières de Cantor, on enlève le tiers médian d'un segment de droite de départ et on répète ce procédé à l'infini. Et voilà ce que ça donne à des poussières. Le triangle de Sierpinski, donc on prend un triangle, on enlève le centre, puis on réenlève ici ce triangle au milieu, puis etc. On creuse quelque part, et le tapis de Sierpinski, puis l'éponge de Menger, qui est l'extension à la troisième dimension des poussières de Cantor et des tapis de Sierpinski. Donc on voit énormément de figures fractales. Les courbes de Peano, donc, concrètement, contrairement aux poussières de Cantor, la courbe de Peano va tendre à gagner une dimension à l'infini. Je laisse vous réfléchir. En lien avec la théorie du chaos, bien sûr, en 1912, le météorologue Edward Lorenz, c'est au premier gros ordinateur, il fait une conférence dont le titre est Prédictibilité, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer aux États-Unis. Il veut illustrer la notion de programme informatique qui serait sensible aux conditions initiales de lancement du programme, les valeurs qu'on va mettre dans le programme. Donc la théorie du chaos traite des systèmes dynamiques rigoureusement déterministes, mais qui présentent un phénomène fondamental d'instabilité appelé sensibilité aux conditions initiales, qui, modulant une condition supplémentaire de récurrence dans un programme, les rend non prédictibles en pratique à long terme. Des systèmes rigoureusement déterministes, mais qui sont non prédictibles. Donc il est à l'origine de la théorie et de l'effet papillon, le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales de théorie du chaos. Donc Albert Jacquard nous rappelait cette histoire. On va régler le problème de Dieu avec l'aide de Laplace, évidemment. C'est très intéressant dans un livre donc astronome français, Hervé Faye, lorsqu'il parle de Pierre de Laplace dans son livre, Hervé Faye nous raconte ce qui s'est passé lors de leur rencontre. Comme le citoyen Laplace présentait au général Bonaparte la première édition de son exposition du système du monde, donc la suite de la mécanique newtonienne, Laplace a été grand mathématicien physicien. Donc Napoléon, le général, lui dit « Newton a parlé de Dieu dans son livre, j'ai déjà parcouru le vôtre et je n'y ai pas trouvé ce nom une seule fois. » À quoi Laplace aurait répondu « Citoyen premier consul, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Dans ces termes, Laplace aurait traité Dieu d'hypothèse. Donc on expulse la notion de Dieu dans les sciences, et toujours avec le déterminisme triomphant. Donc on règle le problème du déterminisme une bonne fois pour toutes, là. Donc Laplace nous dit, dans Essai philosophique sur les probabilités, nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si Dieu avait été assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements les plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à nos yeux. Si on sait tout du passé, on connaîtra tout de l'avenir. C'était une idée étonnante sur le déterminisme. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc Albert Jacquard nous explique que c'est plus compliqué que ça, à voir avec Henri Poincaré la loi de la mécanique. Quand il va mettre en équation la loi des trois corps, Terre, Lune, Soleil, eh bien la trajectoire est compliquée à établir. Et Albert Jacquard nous rappelle que la météorologie, même si on avait le plus gros ordinateur à notre disposition pour programmer les équations de la mécanique du fluide, eh bien les conditions initiales, la position de la Terre, eh bien c'est très compliqué à avoir une mesure extrêmement précise. Et de toute façon, il dit, on ne pourra pas prédire la météo à quelques semaines près. Quelles sont les deux méthodes de présentation des sciences? La méthode dogmatique, donc celle qui est reconnue en présentation des sciences comme étant vraie, l'enseignement qu'on vous donne. La méthode historique, on présente le cheminement des idées et on dit bien qu'il n'y a pas de notion de vérité en science. C'est un paradigme, c'est une opinion partagée par l'ensemble des scientifiques. C'est une hypothèse, les théories qu'on vous enseigne. Dans l'enseignement, on vous dit on laisse à penser qu'elles sont vraies. Un exemple, le théorème de Thalès, bien sûr. Vous prenez, le professeur de mathématiques va énoncer le théorème de Thalès comme ça, comme ce qui va suivre, et on pense à peu près que les trois quarts de la classe ne suivent pas. Vous prenez trois droites parallèles, deux droites séquentes. Le mot séquente est compliqué pour ces enfants de cet âge à laquelle on présente le théorème de Thalès. Et vous établissez le rapport AB sur AC, c'est égal à prime B' sur A', C'.
la moitié, les trois quarts de la classe n'ont pas compris. Ils vont faire quelques exercices, vont essayer de comprendre dans les applications. Ça reste compliqué lorsque vous demandez à une population d'étudiants énoncez-moi le théorème de Thalès, très peu en sont capables. Denis Gage, dans son livre Le théorème de Perroquet, nous propose une autre méthode pour enseigner le théorème de Thalès. J'ai rencontré très peu d'étudiants qui m'ont dit que le professeur de mathématiques avait enseigné de cette façon-là le théorème de Thalès, ce qui est surprenant. Donc il propose, Denis Gage dans son livre, de faire voyager Thalès et de l'envoyer se promener en Égypte à cette époque-là, pour voir les grandes pyramides évidemment. Et à ce moment-là, étant devant les pyramides, Thalès se rend compte qu'au cours du temps, de la journée, eh bien, bien sûr, il va voir son ombre au sol. Lorsque le soleil est au zénith, il n'y a pas d'ombre. Et puis, au cours de l'après-midi, par exemple, il voit son ombre grandir. Et à un moment donné, il se rend compte que s'il mesure son ombre sur le sable, eh bien, c'est la même longueur que sa taille. Et là, il se rend compte que AB sur AC, ça fait 1. Il regarde la pyramide, il regarde l'ombre de la pyramide au sol, et il se dit, si je suis capable de mesurer cette ombre, la longueur, eh ben, j'aurai la longueur de la hauteur de la pyramide. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des proportions. Eh bien, on ne vous l'enseigne pas comme ça. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, Michel Serres rappelle ce qui s'est passé avec Thalès, comment est né le théorème de Thalès. La place du système éducatif français dans le concert mondial est bien très mauvaise. Regardez, la place est très mauvaise. On est 25e en France, lorsque du concours PISA en 2012, sur les maths. On est 21e en compréhension de l'écrit. PISA 2015, on est 27e sciences, en maths on est 26e, l'écrit 20e, 2018 on est loin dans le classement. On prend un autre thermomètre pour mesurer un TIMSS, 2015 je crois, on est là encore très loin, très loin. Qu'est-ce qui se passe? J'avais trouvé un article, bon, il y a beaucoup d'articles sur Internet que vous pouvez trouver. La France condamne à l'échec scolaire. 40% des élèves de milieux défavorisés sont en difficulté en France. C'est ce que nous apprenait le rapport PISA 2015. C'est l'une des statistiques qui met en colère, comme toutes celles qui concernent les inégalités socio-scolaires. Statistiques incroyablement et terriblement répétitives. Au rayon des prix, nous avons aussi la baisse du niveau des élèves. Ça c'était la semaine dernière avec TIMSS 2015 sur les maths et les terminales scientifiques. Voilà. Donc il y a quelque chose qui ne va pas en France. Alors vous lirez l'article, et on n'arrive pas à emmener l'ensemble des élèves vers les connaissances. Il y a toujours une élite remarquable en France, bien sûr, qui vont, vous avez fait des écoles préparatoires, bien sûr, c'est bien sûr une élite, mais tout le reste des enfants ne reçoivent pas un enseignement correct. Alors une blague sur l'école, sur l'évolution technologique de la voiture entre le 19e et le début du 21e, on voit une réelle différence entre le téléphone et le téléphone au 19e et le téléphone au 21e. On voit une réelle différence, mais entre la classe au 19e et la classe aujourd'hui, nous ne voyons pas beaucoup de différence. Peut-être il est temps de réfléchir à ces structures d'enseignement, comment on fonctionne. Une blague de mauvais goût, l'évolution pédagogique qui va nous permettre d'atteindre les 100% de réussite, 1990, calculer l'aire de cette figure. Ah oui, c'est pas simple, il y a un rectangle, il faut enlever des quarts de cercle, enfin, c'est pas simple. 1995, calculer l'aire de cette figure, donc c'est un rectangle, c'est déjà plus simple. 2000, quelle est la longueur L de ce rectangle, donc il suffit de lire. Quelle est la largeur D de ce rectangle, il suffit de lire. En multipliant, on vous donne la réponse, L fois D, calculer l'aire de ce rectangle. En 2005, l'aire de ce rectangle est mettre une croix en face de la bonne réponse, donc 20 fois 30, on vous donne 3 réponses. 2010, l'aire de ce rectangle et mettre une croix en face de la bonne réponse. Voilà, c'est une blague, il n'y a qu'une réponse. Et 2017, si cela ne te gêne pas, colorie le rectangle dans une couleur de ton choix, sinon fais ce que tu veux, mais en respectant les valeurs de la République. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une science? On avait entendu Guillaume Lecointre nous expliquer que c'est la maximisation de la cohérence d'un grand nombre de faits et d'hypothèses. Donc, autre tentative, bien sûr, un ensemble de connaissances dont la valeur est universelle, partagée sur la Terre par l'ensemble des êtres humains, caractérisée par un objet, la mécanique par exemple, et une méthode, la méthode que nous a laissée le XVIIe siècle, la révolution scientifique, expérience, mathématisation, fondée sur des relations objectives et vérifiables des équations. Alors Aurélien Barraud, dans De la vérité en science, nous laisse là où les sciences, c'est avant tout une tension constitutive entre d'une part la liberté presque démiurgique du scientifique et d'autre part la contrainte du réel, à cette rencontre entre notre imagination et le réel. Une théorie, donc un ensemble cohérent d'explications, de notions, d'idées sur un sujet précis pouvant inclure des lois et des hypothèses induites par l'accumulation de faits provenant de l'observation et de l'expérimentation. Dans le cas des mathématiques, déduit d'une base axiomatique donnée.
Donc on pourrait demander à Trinh Xuan Tuan de nous aider à comprendre donc ces réalités physiques. Pourquoi on énonce des théories? Il y a une notion spéculative, on spécule, c'est pas déterminé, c'est jamais vrai, mais on va confronter les faits à notre théorie. Un exemple tragique en science, c'est l'histoire de René Blondelot et de ses rayons N en 1903. Donc René Blondelot était un scientifique contemporain d'Albert Einstein, un Français qui avait un rayonnement national, pas international. C'était un professeur d'université en physique. Tout d'un coup, lors des travaux des Curie, au cours des années fin 19e, début du 20e, eh bien, il y a une découverte des rayons, d'abord des rayons X, puis de la radioactivité, et lui va découvrir un nouveau type de rayonnement en 1903, ce sont les rayons N. Donc il a vraiment, on voit le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences qui dit vraiment ces rayons N, c'est incroyable, c'est un Français, René Blondelot, qui a découvert. Le problème, c'est que très vite, dans les autres pays, par exemple la revue Nature, se montre sceptique face aux résultats de Blondelot parce que les laboratoires anglais et allemands n'arrivent pas à reproduire l'expérience de Blondelot qu'il a décrite. Donc les Américains vont envoyer un scientifique, qui est Wood, c'est une des premières fois qu'on va voir ce qui va se passer là, donc de l'université de Johns Hopkins, c'est connu, Wood, et il va enquêter sur la découverte de Blondelot. Donc il vient à Paris, il s'en va à Nancy, et c'est le transatlantique pour traverser entre les États-Unis et l'Europe. Il vient à Nancy, il assiste aux expériences. Bien sûr, c'est des pièces dans lesquelles il n'y a pas de lumière. Il faut observer les scintillements sur un écran. Il y a une source de rayonnement, ça traverse des prismes, puis ça s'en va vers un mur sur lequel on compte les points lumineux. Et là, Wood soupçonne une erreur scientifique parce qu'en fait, il voit rien, lui. Et les observateurs voient quelque chose, donc il n'y a qu'en France on voit quelque chose, à l'étranger on voit rien. Et il publie en 1904 un article donc, incendiaire sur l'erreur scientifique de Blondelot. Oui, finalement les scientifiques français vont le laisser tomber, vont dire oui, finalement on voit rien. Et donc Blondelot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mauvais scientifique, il s'est fait abuser par ses sens. Alors pour vous montrer que nous aussi on peut se faire abuser par nos sens, est-ce que ces deux lignes sont de même longueur? Donc on voit bien que la forme des flèches peut nous induire en erreur. Et puis là, c'est assez intéressant de voir notre cerveau, comment il construit une image. Donc vous voyez des traits, mais pour nous, on voit un escalier qui descend. C'est-à-dire que le mur est au fond, le mur c'est le devant là, de l'escalier, puis on voit qu'on marcherait comme ça en descendant l'escalier. Eh bien, si vous vous concentrez très fort sur un angle, par exemple ici, eh bien, efforcez-vous de le voir. Moi, ça vient de se produire dans mon cerveau. Eh bien, cette face devient la face avant de l'escalier, et cet escalier est accroché au plafond. Il descend, il est suspendu au plafond. Donc, si vous vous concentrez très fort, pendant quelques secondes, eh bien, vous pouvez voir une autre image, mais cette image n'étant pas commune, un escalier accroché au plafond à l'envers, évidemment, on n'en voit jamais. Donc, aussitôt votre cerveau, il revient avec la vision de l'escalier qui descend, pas accroché au plafond. Voilà. On voit bien qu'on peut construire une image dont on n'a pas l'habitude, mais qui disparaît très vite de notre cerveau. Alors là encore, une rencontre avec Trinh Xuan Tuan. Les outils scientifiques sont nécessaires pour pallier aux limites de nos sens. Oui, on a inventé des objets scientifiques, donc on voit bien sûr la lunette de Galilée apparaître assez rapidement. Et aujourd'hui, les microscopes électroniques, etc. Comment est-ce qu'on se construit une représentation du monde? Eh bien, on va, à travers nos sens, faire le monde. On colle des équations, on fait un modèle, et on énonce comme ça des théories. Puis ça revient vers le monde, on fait des mesures, des expériences. Et là, cette flèche, quand on revient faire des expériences sur le monde, bien la physique quantique nous a laissé à penser que c'est pas si simple que ça. Donc il y a eu des discussions entre Heisenberg et Einstein, et Heisenberg va laisser ce principe d'incertitude. Certains couples de grandeur en interaction constante, comme vitesse, position ou temps, énergie, ne peuvent être déterminés simultanément avec le même degré de précision. Le produit des incertitudes affectant la position et la quantité de mouvement d'une particule doit être inférieur à une certaine valeur qui n'est autre que la constante de Planck. On reviendra sur ces notions avec la physique quantique. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de localiser une particule avec précision, ni de déterminer la quantité de mouvement d'une particule, sa vitesse. Les deux opérations sont incompatibles. La notion de trajectoire donc perd son sens, puisqu'il faut connaître la position et la vitesse, par conséquent la quantité de mouvement d'une particule pour déterminer sa trajectoire. C'est une remise en cause du déterminisme. Une conséquence de ce principe est qu'il est impossible de construire un appareil qui détermine la position d'une particule sans la perturber. Et voilà. Et donc l'expérience des fentes de Young a mesuré par quel trou est passé un électron perturbe les électrons au point de détruire les phénomènes d'interférence. On reverra ce problème. Un nouvel aspect apparaît dans les rapports entre l'homme et le monde physique, donc c'est déterminant. Pour explorer le monde microscopique, l'homme utilise des outils qui sont comme lui macroscopiques.
donc à l'image de l'homme. Toute tentative d'approcher une vérité du monde microscopique conduit donc inévitablement à une modification de celui-ci, en cherchant à déterminer avec une précision donnée la position d'une particule, nos mesures lui communiquent nécessairement une quantité de mouvement et nous perdons ainsi de la précision sur son éventuelle quantité de mouvement réel. Donc cet extrait de film nous montrait cette célèbre rencontre entre Einstein et Bohr. Green nous proposait cette rencontre et qui se terminait cette idée de qu'est-ce que c'est que la réalité, est-ce qu'on peut déterminer avec précision les choses, et la physique quantique donc, nous laisse à penser que non, et Einstein a dit quelque chose qui a été souvent mal interprété, parce que Einstein dit autour de la nature de la réalité, cette phrase célèbre, dont j'ai oublié d'ailleurs là, à ce moment-là, et Niels Bohr va lui dire « Cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire ». Je ne me souviens plus de cette phrase. Tableau de René Magritte, l'image nous trompe, évidemment, ceci n'est pas une pomme, ceci n'est pas une pipe, oui, ce n'est qu'une image de la réalité. Donc, dans cet extrait de film, Trinh Xuan Thanh nous dit il y a un va-et-vient entre théorie et expérience, toujours en science. La science est une connaissance qui est la faculté de se perfectionner. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Putain, je ne me souvenais plus de la phrase d'Einstein, c'est quand même pas vrai.